Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous l'installation d'un tracker solaire dans le jardin de ma petite maison du Cantal. Pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, un tracker ou traceur solaire est un support motorisé sur lequel sont installés des panneaux photovoltaïques. Un peu comme le ferait un tournesol, il s'oriente suivant la position du soleil afin d'optimiser la production d'électricité. À terme, le tracker supportera 4 panneaux de 500 watts chacun installés à l'horizontale, soit une production totale de 2 kW crête. Pour resituer le contexte, il s'agit d'une petite maison ancienne de 65 mètres carrés située à 600 mètres d'altitude, chauffée au bois et orientée sud. Elle comprend une petite extension avec cuisine, salle d'eau, WC, une pièce de vie au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Je n'y passe que quelques semaines par an, essentiellement au printemps, en été et à l'automne, et je souhaiterais arrêter de payer environ 30 € de facture mensuelle d'électricité, surtout lorsque je n'y suis pas, et ça c'est juste l'abonnement. L'idée serait donc de passer off-grid, c'est-à-dire de résilier complètement mon abonnement électrique et de stocker l'énergie produite par les panneaux dans une grosse batterie 12 volts qui serait installée dans la cuisine à l'intérieur de la maison. La batterie sera complétée par un convertisseur qui me permettra de brancher aussi des consommateurs 230 volts, comme c'est le cas actuellement. J'aurais pu installer des panneaux fixes en toiture, mais j'ai abandonné l'idée pour 3 raisons. Tout d'abord, la couverture est en ardoise dont j'aurais aimé conserver l'aspect parce que c'est ça qui fait tout le charme de la région. D'autre part, la charpente est vraiment ancienne et je ne suis pas persuadé qu'elle supporterait le poids des panneaux. La pente est forte et les soucis d'infiltration seraient difficiles à gérer. Et dernière chose très importante, j'ai des amis proches qui ont perdu leur maison par les flammes suite à un incendie qui a été provoqué par leur installation photovoltaïque en toiture, selon les experts. Je préfère donc sur ce projet que les panneaux soient mis à distance de la maison. Je détaillerai les coûts d'installation, les gains attendus, la durée d'amortissement ainsi que les contraintes liées à cette installation dans une seconde vidéo. Je consacre cette vidéo uniquement à la réalisation des fondations parce que vous allez le voir, il y a beaucoup d'éléments à aborder. Dans la seconde vidéo, je détaillerai l'installation du tracker et des panneaux, le câblage, le paramétrage des capteurs et la mise en charge de la batterie. Je précise que je souhaite ce projet réversible, c'est-à-dire qu'en cas de changement de propriétaire, le nouvel habitant pourra décider de réactiver le compteur via un fournisseur d'électricité classique. Pour la réalisation de la dalle en béton et la fixation au sol du tracker, qui sont, on le comprend aisément, des points cruciaux pour éviter l'arrachement en cas de vent fort, Jean-François Géraud m'apporte son aide et son expertise. Jeff, vous le connaissez peut-être déjà parce qu'il a présenté le prototype de tracker solaire qu'il a installé dans le jardin de sa maison dans une précédente vidéo. Il lance d'ailleurs la commercialisation de ses trackers. N'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements. Son entreprise s'appelle le Tournesol Français. La hauteur totale de l'installation ne dépassera pas les 1,80 m une fois les panneaux déployés au plus haut. J'ai d'ailleurs obtenu l'autorisation de la mairie. Je les ai contactés par courtoisie, sachant que pour ce type d'installation qui n'excède pas les 3 kW crête, on n'a pas besoin de déclaration de travaux. La seule contrainte à respecter dans ce cas-là est que l'installation soit au minimum 3 mètres à l'intérieur des limites de propriété. Enfin, concernant le sol, ça va être de l'improvisation et une surprise totale lorsqu'on va creuser, parce que dans le secteur, ici, il peut y avoir une présence possible d'un granit très résistant, sur lequel d'ailleurs on va peut-être pouvoir s'ancrer. Bon bah allez hop, petit cri de guerre, vamos al trabajo. Et la toute première chose à faire, ça va être de coucher l'herbe, tenue de combat et débroussailleuse. La première chose, c'est identifier l'emplacement où c'est qu'on va le mettre, les fondations. Donc là, on a déterminé cette place-là. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'orientation. Le gabarit qui est au sol, là-bas, on le reçoit, il est identifié. Il y a le côté nord, entre guillemets, qui est marqué dessus. Pour l'orienter, j'utilise une appli qu'on peut télécharger, qui s'appelle Course du Soleil, où il y en a plusieurs autres. Et du coup, on met le côté nord du gabarit, là où c'est que le soleil ne va jamais, en fait, été comme hiver. Après, on va aplanir un petit peu le terrain à cet endroit-là, avec des outils qui sont ici, pioche, pelle, râteau, aplanir, faire le coffrage. On va aussi creuser un peu en profondeur pour faire comme une dent. Ça fera un effet quille de bateau pour compenser le couple lié
au vent sur les panneaux. Ça, tu le fais au perforateur avec une grosse mèche? Ouais, une grosse mèche qu'on a là. On va descendre le plus profond possible là-dessus. Après, on va visser des tiges filetées qui vont servir à accrocher le tracker après. La plaque gabarit a des petits trous au bon emplacement, donc on va visser ça dessus. Et on va y souder le fer à béton dessous. Ça, c'est pas obligatoire, on peut l'attacher avec du fil de fer. On a un poste à souder à l'arc, ça va vite. Et puis on est plus tranquille comme ça, quoi. Terrasser, coffrer, souder les fers à béton. Et après, on coule. Temps de séchage, alors l'idéal pour poser le tracker dessus, c'est 3 semaines. Après, au toucher, 24 heures, ça commence à être bien. Alors le fer à béton, c'est du diamètre 10, on a 8 longueurs de 2 mètres. Donc on va déjà faire 1 mètre sur 1 mètre, sur au minimum 30 cm de haut. Ça va faire une assise. Et après, au milieu, on va essayer de faire une dent le plus profond possible. On va enfiler cette barre dedans. Ça fera un bon couple dessus. Souder des ferrailles reliées aux autres ferrailles sur cette barre-là. Et du coup, là, ça ne bougera pas. Moi, celui qu'on avait vu dans la première vidéo, celui qui est chez moi, tout l'hiver, pendant les tempêtes, je l'ai même tenu vertical, dos au vent, pour voir un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la résistance au vent et tout ça. Donc lui, il est prévu pour se mettre à plat en cas de vent. En cas de tempête annoncée, c'est quand même à la personne propriétaire du tracker de le mettre à plat et de le mettre en sécurité. C'est du bon sens, on protège son investissement quand même. Voilà. Mais moi, cet hiver, avant de lancer la commercialisation, j'ai fait des tests vraiment très extrêmes dessus. En plus, le mien est beaucoup plus volumineux que celui-là. Là, on va être sur un 8 mètres carrés. Chez moi, c'est 12 mètres carrés. Mais voilà, ça n'a pas bougé d'un poil en étant vertical et dos au vent, quoi. On a eu jusqu'à 90 km/h. C'est pas des conditions normales, jamais on l'utilise comme ça. Alors moi j'avais envisagé aussi qu'on puisse pitonner à 4 endroits, tu vois, pour faire un système de sangles. En fait, le bas du pied, il y a les trous pour les tiges filetées qui vont sortir des fondations. À cet endroit-là, c'est du fer en cornière, c'est-à-dire du fer en L. Donc on aura les tiges filetées là, qui sont là, qui vont arriver comme ça. Mais j'ai fait des trous assez gros aussi sur la partie cornière comme ça, pour mettre des sangles accrochées, et on peut accrocher aux 4 coins aussi du panneau, sur le bas du pied. Tu l'as déjà prévu? C'est prévu, oui. On va utiliser des tiges filetées diamètre 12 mm, avec des rondelles et des boulons. Et tu m'as demandé, surtout pas d'inox, parce que tu vas éventuellement surtout pas d'inox, c'est surtout qu'on va souder, et du coup c'est plus facile avec ça. Et puis c'est quand même du galva. À la limite, à la fin, on met un coup de bombe galva, ça existe. Hein. Ou n'importe quel anti-rouille, et puis voilà. T'es tranquille. Il s'avère qu'ici, il y a un tuyau qui traverse la route et qui vient rejeter de l'eau qui est de l'autre côté de la route, ici. Donc le tuyau sort ici. Donc on a repéré l'endroit pour éviter de creuser au-dessus et de casser le tuyau. Ça vaut aussi pour si on a connaissance de fils électriques ou d'autres évacuations d'eau ou quoi que ce soit. Donc si les choses ont été faites dans la règle de l'art, en général, on trouve comme du grillage en plastique de couleur, là, suivant ce que c'est. S'il y a une couleur pour l'eau, une couleur pour l'électricité, une couleur pour le téléphone, une couleur pour le gaz normalement. Pour le coffrage, on peut prendre du bois. Là, j'ai récupéré des vieux panneaux contreplaqués, du pain. Sur un terrain meuble, la partie plate de la fondation, il vaut mieux qu'elle soit le plus grand possible pour la stabilité. Même si c'est pas plus épais, voire moins épais, mais il faut que ce soit étendu pour la stabilité sur un terrain meuble. Et effectivement, si on prend grand, eh bien, il faut des planches à coffrage assez rigides pour pas qu'avec le poids du béton, qu'elle fasse le ventre mou, comme on dit. Donc si on est réduit en largeur, il n'y a pas besoin de très épais. Même du contreplaqué de 15 mm, ça suffit. Si on est sur du 60-60 ou 80-80, ça suffit. Après, au-delà, il faut plus épais quand même. Et les bois, on les détruit au bout de 3 semaines, une fois que le séchage est terminé. On les laisse dedans. Ou on les laisse dedans. Si ça recouvre tout, quand on aura fini la finition, c'est pas grave. Hein. Ça va se dégrader. Naturellement. Il va finir sa vie comme il aurait fini dans la nature, le bois. Ce qu'on appelle un coffrage perdu. Alors, c'est quoi l'idée de la planche? Pour prendre la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas. On s'en sert de règle de la planche. Je me mets bien au niveau, je mesure 40 on a. Et le piquetage, t'as pris un petit peu plus large, nous 80 sur 80. Oui, j'ai pris plus large pour qu'on soit à l'aise pour travailler. Maintenant, l'idée, ça va être de faire une mise à niveau. On va décaisser une vingtaine de centimètres en haut, on va rapatrier en bas. On a besoin de tasser la terre ou pas? Oui, là on va la tasser, oui. Avec la masse, on va la tasser un peu, oui. L'axe, tu l'as mis à combien des limites de la propriété? Je l'ai centré. Quand le panneau sera plat, par exemple, on aura 1 mètre de chaque côté par rapport à la limite de propriété.
Hier, on a préparé les fondations, mis à niveau, fait le forage pour avoir l'effet quille de bateau, le ferraillage pour le béton. Tout assemblé, soudé, mis à niveau. Ce joli piquet bleu là qui est au milieu. Moi je m'en sers beaucoup de ce produit là parce que c'est bien pratique, il a un diamètre qui est constant, c'est costaud. Et là effectivement on va couler un petit peu, ça va être stabilisé parce que là ça bouge encore. Voilà. Quand on aura rempli le puits là de quille, on va le couper à ras. Le puits descend à combien de profondeur là? Par rapport à la surface de là, on descend à 1,20 m. Donc vu que le tracker fera 1 mètre, moins le pied fera 1 mètre de haut, on a autant en bas qu'en haut, c'est impeccable. L'effet bras de levier sera bon, quoi. Alors j'ai la question du néophyte, les fers à béton, et puis cette jolie tige bleue là que tu vas couper à fleurs. Ouais. Moi j'avais compris que le fer à béton il doit être jamais en contact avec l'air parce qu'il s'oxyde et ça peut détruire toute la structure hein, avec des infiltrations. Donc on va faire en sorte que tous les fers soient sous le béton, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée, c'est pour ça qu'ils sont bien en dessous le niveau sera là, le premier, et lui on va le couper là aussi, à même niveau que les fers. Comme ça, on sera bien en dessous du niveau de béton. Et c'est pour ça aussi qu'on va le vibrer tout le temps, le béton, pour éliminer les bulles d'air qui peuvent être dedans. Parce que quand on coule, on peut empoisonner de l'air, même surtout dans le puits. Juste en le secouant, ça suffit à faire vibrer. Et après, on prendra une tige au fur et à mesure et on fera vibrer et tapoter à la massette. Après, une fois qu'on sera suffisamment rempli à moitié, à peu près, on va commencer à tapoter avec la massette sur les planches. Tout le tour et ça le fait vibrer et ça fait remonter les bulles d'air. Là, tu as fait un joli petit système avec le plateau pour pouvoir amener la brouette parce que c'est quand même des sacs de 35 kg qui donnent chacun 17 litres de béton. Bon, j'espère que les calculs sont bons et c'est pour s'éviter tout simplement de la fatigue et d'utiliser des seaux en fait. Voilà, puis on a mis un petit système pour le basculement et puis on va utiliser ce béton prêt à l'emploi. Bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Le mieux, c'est de faire venir d'une centrale à béton. Là, on a du béton vraiment sur mesure, etc. En l'occurrence, ça suffit. À la limite, on ferait ce qu'on appelle un béton romain, ça suffirait aussi. De la chaux, des pierres, un peu de sable. Le tout, c'est d'avoir une assise. Question du néophyte aussi, il y a des cailloux dedans. Oui. Des petits cailloux. Cailloux, du sable. Du sable, ouais. Et du ciment. À terme, est-ce qu'il faut prévoir un petit ponçage de surface pour avoir une jolie surface ou pas forcément? Après, c'est du carrelage aussi. Pourquoi pas? Oui, non, mais après, voilà, on met ce qu'on veut dessus. Tout est possible. Oui, bien sûr. Mais déjà, on va bien le lisser à la fin. Ça sera un bel état de surface. Et pour amener l'eau, on a fait une petite astuce. On s'est câblé sur la machine à laver pour éviter de se trimballer des seaux parce qu'il va falloir beaucoup d'eau en fait. Oui, il faut beaucoup d'eau. Voilà. Et bien voilà, le support en béton, ça c'est fait. Un très grand merci à Jeff parce que très sincèrement, j'aurais été incapable de réaliser ça moi-même. Comme il me dit souvent, mes petits-enfants seront plus là que le tracker il sera toujours en place. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cette technique de la quille de bateau qui va lutter efficacement contre le vent. J'ai apprécié aussi la tige centrale soudée avec les fers à béton en hérisson, plus les tiges filetées qui elles-mêmes sont soudées sur l'ensemble. Franchement, je suis assez serein sur la suite des opérations. Mais si vous ne vous sentez pas de faire ces opérations,
opérations par vous-même, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Comme souvent, je vous présente ici le budget que j'ai dépensé pour la réalisation de ces fondations. Ça commence déjà à faire des petits sous, mais si vous souhaitez limiter la casse, pensez aux fins de chantier. L'étape suivante va consister à venir boulonner le support du tracker sur les 8 tiges filetées qui ressortent de la surface du béton d'environ 5 à 6 cm, sachant que Jeff va lancer très prochainement la production et que mon tracker sera plus petit que le sien, puisque moi je vais avoir uniquement 4 panneaux alors que lui il a 6 panneaux dans le jardin de sa maison. Donc restez bien connectés parce que la prochaine fois on va installer le tracker, on va installer les panneaux, on va faire toute la câblerie, on va installer aussi les capteurs, on va paramétrer le contrôleur automatique et puis on va enterrer aussi tous les câbles jusqu'à la maison, installer la batterie, voir si tout ça fonctionne bien et si on peut alimenter le compteur à partir des panneaux. Il ne vous reste plus qu'à me glisser un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez partager vos propres expériences en commentaire, bien évidemment. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi booster la vidéo, vous pouvez partager le lien et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît et puis l'esprit de cette chaîne aussi. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de kiffer la life. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost. Jeff, est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois, moi. Dis bonjour au micro. Bonjour, micro. Nous sommes dans un cadre idyllique du Cantal. Pour ça, on a utilisé une appli sur... Ah, on va refaire. Non, mais franchement, le 4D, je viens d'avoir une idée. Si j'installe ma petite chaise là pour le soir, oh non, c'est trop bien. Oh, je suis face aux arbres. Là, c'est bonheur, mais franchement, pourquoi je me casse la tête à installer un tracker solaire là? Là, je me prends un bouquin en mode chill. Là, je suis bien. Mon appareil, il me dit enfant en bas âge. Mince. C'est pas mal ça? Ouais, c'est probable. C'est tout toi. Là, il manquerait juste un petit support pour les chips, par exemple. Là, les chips. De l'autre côté, la liqueur de salaire avec les glaçons. Et là, on est bien. Là, on est bien. Comme tu l'as vu, le terrain il est défoncé par des rats aux pieds. J'étais un petit peu inquiet qu'il y ait un rat pendant la nuit, pendant le séchage, qui vienne s'attaquer au béton. Les rats, ils aiment bien la terre, mais le béton, ils n'aiment pas ça du tout. Voilà. Donc zéro risque. Zéro risque. Okay. Le béton, c'est très acide. Là, je ne sais pas si vous entendez. C'est magnifique. Il n'y a que des chants d'oiseaux, quelques cloches de vaches. C'est mon moment préféré. Dans une demi-heure, on sera entre chien et loup. Le meilleur moment que je préfère dans la journée et les chauves-souris vont commencer à sortir. Avant que ça ait perdu son efficacité, le temps aura passé. Peut-être que les panneaux ne seront plus du tout d'actualité. On fera de l'électricité avec ces ordures ménagères, comme dans Retour vers le futur ou quoi. C'est juste à ce moment-là qu'il y a un mirage qui passe, tu vois. Pour bien me foutre la pagaille. On va juste attendre que ce monsieur ait terminé son torticolis. T'as vu les curieux? T'as vu les curieux? Se mettre au fossé. S'ils pouvaient venir boire le café avec nous, ils le feraient. Là, c'est zénitude. Bon, c'est pas tout ça, mais la fraîcheur tombe. See you!